Les boucles de désintégration. Ray Naylor. Publié dans l'album Protectora, édition Le Bélial. Il n'y a pas que les rayons de la mort. Nous avons aussi récupéré beaucoup de technologies sur cette soucoupe, pas seulement de l'armement. Du remède au cancer jusqu'au terraplane, en passant par les dindes qui se cuisent toutes seules, un tas d'améliorations modernes pour notre monde. Cependant, même la bonne technologie a un coût. Quand l'OSS m'a rattrapé, ce jour-là, j'ai posé mon terraplane près de la chaîne de balise numéro 1 qui longe la côte californienne. J'avais repéré un incendie lorsque j'étais en vol et je suis descendu pour voir si je pouvais fournir une assistance. Un terraplane décapotable Ford, volé par une bande d'ados, venait de s'écraser en démolissant au passage un grand panneau électoral. Sur l'affiche, un svelte Roosevelt se tenait debout et vous faisait signe, à vous, personnellement. Derrière lui s'élevait la cité du futur, sur un fond bleu électrique. Je ne sais pas pourquoi le président Roosevelt se donnait la peine de mener une campagne électorale. Il était certain de remporter une victoire écrasante, quel que soit l'épouvantail que le parti républicain lui opposerait. Le terraplane n'était plus qu'un tas de métal déformé et de matière synthétique en feu. Il avait troué le contreplaqué de la cité du futur et de la main levée de Roosevelt, avant de creuser un sillon irrégulier dans la terre. Les adolescents étaient disséminés dans l'herbe. Une blonde en robe à fleurs reposait sur le côté, morte, sans aucune égratignure visible. Ses vêtements étaient parfaitement arrangés, comme si elle s'était endormie au soleil. J'avais vu des cadavres comparables pendant la guerre. Ce sont les pires, parce que votre esprit vous dit qu'ils peuvent se relever d'un instant à l'autre pour aller se promener. L'intellect est prêt à regarder du sang, mais pas des gens qui ont simplement cessé de vivre sans présenter aucune blessure. Quelqu'un, probablement un autre conducteur voulant porter secours, avait posé une veste sur elle, comme pour la maintenir au chaud. La police et les pompiers se trouvaient déjà sur place. Une ambulance venait aussi d'atterrir, mais le fourgon d'un médecin légiste aurait été plus utile. D'ailleurs, ils auraient pu l'envoyer tout de suite, car il y avait rarement des survivants après un accident de terraplane. Alvin Greenley me tapota l'épaule. J'ai vraiment failli le serrer dans mes bras quand je l'ai vu. Il était quelqu'un du présent, une personne réelle, portant des lunettes en écailles de tortue et un impeccable manteau de conduite, avec un foulard en soie glissé dans le col. Pas un cadavre agrippé à mes pires souvenirs de guerre. « Salut, Sylvia !» Il s'arrêta en découvrant mon expression. « Eh ben, t'as l'air presque heureuse de me voir. J'espère que tu tiens un journal pour la postérité, parce que cet accord ne se renouvellera pas. »« Je vais m'y mettre, » dit-il en souriant. « Écoute, je suis désolé de te tomber dessus comme ça, mais il faut que tu reviennes au labo. Dan ramènera ta Mercury. Tu pourras venir avec moi. Nous discuterons en route. » Nous avons volé vers le labo par une fausse journée d'automne. En Californie, l'automne revient environ 15 fois par an. Il offre 3 ou 4 belles journées de fraîcheur avant d'être balayé par une période d'hiver, ou d'été, ou de printemps. Il n'y a pas de séquence régulière. Même les arbres sont déconcertés. Certaines espèces perdent leurs feuilles à l'approche d'un hiver qui n'arrive jamais, d'autres les gardent toute l'année. Et pourquoi pas ? En Californie, les gens peuvent se promener jambes nues en janvier ou porter une veste épaisse en juin. Tout le monde est déphasé. Les habitants affichent des sourires pour des raisons que personne ne pourrait comprendre à l'est des Sierras. Malgré le soleil, leur cœur est plein d'une tristesse qu'on ne trouve qu'ici. Étant de Boston, je préfère un climat et des voisins prévisibles, tout le contraire d'un front froid au beau milieu de l'été. Mais comme les boucles m'assurent une vie prospère, que j'aime ou pas la Californie, c'est chez moi. J'étais en dernière année de psycho à l'université de Berkeley quand OpsLab m'a recruté pour ses petites expériences sur les boucles. J'avais vu leur annonce sur un pilier d'affichage devant le bureau de l'association des étudiants. À cette époque, juste après la guerre, l'université de Berkeley pratiquait de nombreux tests dans les douzaines de laboratoires qui apparaissaient sur le campus,
comme des champignons après la pluie. Moi-même, j'avais déjà participé à beaucoup d'expériences de psychologie pour divers labos. C'était de l'argent facilement gagné, et j'en avais besoin. En Californie, l'essor technologique était dû au génie du président Roosevelt. Il avait très vite compris que le gouvernement ne pourrait pas se charger de toutes les études sur la soucoupe volante. L'armée et le FBI se réservaient certains domaines, mais avaient accordé la majeure partie de la recherche et du développement aux universités. Les labos conservaient les brevets et vendaient les droits d'exploitation commerciale aux grandes compagnies. Cette politique provoqua une seconde ruée vers l'or. Il apparut bientôt que l'Université de Californie détenait la moitié des terres de l'État, tandis que Lockheed, Boeing, Douglas et Bell IBM possédaient le reste. Tout le monde dansait sur la même musique. Nous appelions ça le pas de deux. Premier pas, inscrivez-vous à l'université, grâce à votre bourse d'anciens combattants, afin d'obtenir un diplôme d'ingénieur. Deuxième pas, trouvez un poste dans un des secteurs industriels porteurs. Je suis allé à l'université, comme tout le monde, mais j'ai choisi la psychologie plutôt que l'ingénierie. Pour beaucoup de gens, c'était une drôle de décision. Après tout, j'avais été une petite matheuse, avec un grade d'officière dans le corps technique de la générale Hedy Lamarr. Je m'occupais des systèmes de ciblage des rayons. Après la guerre, cependant, je n'éprouvais aucune envie de continuer dans cette voie. J'avais peut-être été traumatisé par ce qui s'était passé, ce que nous avions fait, à Berlin, à Varsovie et à Königsberg. Je me suis dit que, pour peu que je dispose des bons outils, je pourrais réparer ce qui clochait dans mon esprit. Par cette belle journée de mai, 10 étudiants se présentèrent chez HobsLab, à Berkeley. Chacun imaginait sans doute la même chose que moi, encore une expérience comme les autres, de l'argent facilement gagné. Quand on m'a retiré l'équipement de connexion quelques heures plus tard, j'ai secoué la tête et répondu à une volée de questions avant d'aller dans la cour du labo. J'ai allumé une Lucky, puis je me suis assise sous un cerisier. Mes mains tremblaient tellement que j'avais du mal à porter la cigarette à mes lèvres. Je pensais à toutes sortes de choses bizarres. Une blouse blanche passa en courant, puis une autre. Je suis resté là, à fumer. Le cerisier était en fleurs. Ses pétales dansaient dans l'air autour de moi. J'avais l'impression de devenir folle. Entre deux bouffées de tabac, j'arrêtais pas de me répéter. Je m'appelle Sylvia Hallstatt, et c'est tout. Je suis seulement Sylvia Hallstatt, et personne d'autre. Au bout de quelques minutes, j'ai entendu les sirènes. Les 9 autres participants étaient morts. C'est ainsi que commença ma carrière de pilote de boucle. Chez HobsLab, les types de gouvernement possédaient cette technologie, vraiment effrayante, mais aucun de ceux qui l'avaient utilisée n'avait survécu, sauf moi, et ils ne comprenaient pas pourquoi. Par conséquent, pour des raisons évidentes, ils avaient décidé de ne plus recruter de volontaires dans les médias. J'ai donc piloté les boucles pour l'OSS. Dans le même temps, j'ai obtenu ma licence et commencé un doctorat. Pourtant, j'avais pas trouvé les moyens de refouler ce qui me tourmentait. Piloter les boucles offrait beaucoup d'avantages. J'avais pas besoin de passer la journée au labo plus de 2 ou 3 fois par mois, et mon salaire était... Disons qu'il m'aidait à oublier de nombreux soucis. L'OSS a voulu me recruter, mais je leur ai dit que je souhaitais absolument rester indépendante, et dans le civil. Cela les a ennuyés d'avoir un électron libre dans leur équipe. Mais ils n'avaient pas vraiment le choix. Les boucles m'ont accaparé. Après une session, il m'a fallu une journée entière pour récupérer. Je pouvais rien faire, sauf rester alité. J'étais quand même capable de traîner au lit dans une petite maison moderne, bien entretenue, que j'avais achetée sur l'île d'Alameda, donnant sur la baie de San Francisco, avec une gouvernante, un jardinier et un garage sur le toit. Quand mes migraines s'apaisaient, je pouvais conduire mon terraplane Mercury décapotable rouge cerise et traverser la baie pour me poser sur une plage dont je disposais pour moi seul, pendant que tous les gogos allaient travailler. Je me disais que les maux de tête, la confusion et le reste ne représentaient qu'un faible prix à payer. Les gens d'HobsLab ne m'imposaient qu'une seule obligation, que je trimballe un traceur à intrication quantique dans mon sac. L'objet n'était pas plus gros qu'un tube de rouge à lèvres. Ils gardaient le récepteur correspondant dans leur bureau afin de pouvoir me retrouver n'importe où et à tout moment.
Faites attention à ce petit bijou, avait dit un technicien en me le donnant. Nous n'avons pas encore réussi à déterminer son fonctionnement exact en lui appliquant nos méthodes de rétro-ingénierie. C'est un artefact original qui vient de la soucoupe. Il n'en existe que 6 paires, et il vaut plus que ce bâtiment. On peut dire qu'il n'y a rien ici de plus précieux, à part l'équipement de pilotage des boucles. Et vous? Perdez pas ça de vue non plus, répondis-je. Voilà comment Alvin m'avait retrouvé, ce jour-là, grâce au petit traceur. Ma laisse gouvernementale. Maintenant, nous étions de retour à Obslab, et ma journée sur la plage était capoute. Le sujet était déjà connecté, isolé par les rideaux blancs. Le fait de ne pas voir les sujets m'évitait de créer des faux positifs. Les gros câbles gainés de caoutchouc glissaient sous les rideaux comme des lianes reliées à mon fauteuil. Ils ont modifié le siège à ma demande, afin qu'il soit plus confortable, en ajoutant du rembourrage et en changeant la position de divers instruments. Malgré cela, ce foutu machin ressemble encore à un fauteuil de dentiste, et le casque à un sèche-cheveux de salon de coiffure revisité par l'Inquisition espagnole. « T'es sûr que tu veux pas une cigarette pour te détendre ?» demanda Alvin, pendant qu'on attachait mes sangles. « Non, l'heure tourne. Commençons tout de suite. » Je suis dans un bar. Les fenêtres vitrées donnent sur le port d'Auckland. Un grand bâtiment. Je dois me trouver à peu près au 20e étage. Je suis une femme. Mes ongles sont vernis, en rouge cerise, au bout de longues mains fines. Je manipule une boîte d'allumettes que je fais tourner sur la nappe. Je contemple le paysage par la fenêtre, jette de temps en temps un coup d'œil à l'orchestre de jazz installé dans un coin de la salle. Un homme est assis près de moi, mais je ne le regarde pas. « Janice, dit-il, tu m'écoutes? C'est pas du tout ce que tu imagines. » Je me lève pour traverser la salle, tournant à peine la tête. J'ai dû venir ici très souvent, car je m'oriente facilement. J'entre dans les toilettes pour dames, mais je ne pénètre pas dans une cabine. Au lieu de cela, je me dirige tout droit vers le miroir, arrange une mèche de cheveux, ouvre mon sac pour me refaire une beauté. C'est pas très utile. Mon visage est immaculé, blême, froid comme le marbre. Un visage parfait, qui, maquillé, ressemble à un masque. Il y a une boucle à l'intérieur de la boucle, un autre souvenir. La majeure partie de ma conscience s'éloigne du lavabo, mais l'ombre de ma silhouette reste là et se met du rouge à lèvres. Dans la boucle secondaire, je me retrouve à l'intérieur de mon appartement. Il fait sombre. Un terraplane vient de me réveiller en passant trop près de ma fenêtre. Je me retourne pour me rendormir, tends le bras. C'est un lit spacieux. Il y a une grande place vide à côté de moi. Je me redresse dans l'obscurité, un sentiment de panique. Je marche jusqu'au salon. La silhouette d'un homme se découpe dans la fenêtre, éclairée par les lumières qui montent de la rue. Il murmure dans sa main qu'il tient devant son visage. Je m'arrête. Je dois me trouver à peine à 3 mètres de lui, mais il ignore que je suis là. « Deviatnotsat, dit-il. Dvatsatadin. Sam, konets paradaché. » Et une 3e boucle m'entraîne. Je suis dans les toilettes pour dames, en train d'essuyer du rouge de mes lèvres. Mais je me trouve aussi dans un appartement sombre, à 3 mètres d'un homme qui parle en russe, à la paume de sa main. Je suis également allongé sur mon lit, dans le même appartement, mais à un autre moment, et j'entends faiblement à travers le mur. « Deviatnotsat, dvatsatadin, sam, konets paradaché. » Mes yeux sont ouverts dans la pénombre, regardant les rideaux fins éclairés par la lumière qui monte de la rue. On frappe à la porte de la salle de bain. Les 2 boucles internes se dissipent et je reviens dans la boucle extérieure. « Va-t'en, dis-je. Tu as suffisamment profité de moi. Tu as gâché toute ma vie. »« Pour mémoire, je t'assure que c'est nous, les gentils, » murmure la voix de l'autre côté de la porte. J'ai à peine le temps de saisir du coin de l'œil le mouvement de la porte de la cabine. J'entends le sifflement du pistolet à gaz.
Des bras se referment sur moi au moment où je m'écroule. « Et aucun de nous ne voulait ça !» murmure à mon oreille une voix étouffée par le masque à gaz. La boucle s'étire, presque au point de se déchirer, mais il reste des fragments perceptibles. Et l'obscurité. Le bruit d'un moteur de terraplane. Une sorte de tissu rêche me recouvre. Mes poignets, mes chevilles et mes genoux sont ligotés. J'entends une radio. Mon estomac se noue quand le terraplane s'incline brusquement. Il y a des coupures dans la boucle, des failles. Une voix déclare « Nadanam takda prostanaili droga fachad ». Je tombe. Je sens le vent à travers le tissu qui couvre mon visage. Un froid terrible. L'obscurité. L'eau. La suffocation. Une autre pièce manquante. Puis une affreuse douleur. Et je remonte. Je suis dans un bar. Les fenêtres vitrées donnent sur le port d'Auckland. Un grand bâtiment. Je dois me trouver à peu près au 20e étage. J'annonce « Fin de boucle !» C'est vraiment tout ? L'agent spécial Lake du FBI retire ses lunettes réglementaires pour frotter la rate de son nez. Je connais son geste mieux que je ne le voudrais. Nous avons déjà eu cette discussion à 3 reprises. Debout près de la fenêtre, je regarde le cerisier en fleurs dans la cour. Tant de pétales qui voltigent dans l'air, qui tapissent la cour d'un rose délicat, et tant de fleurs encore accrochées aux branches, comme si le processus allait durer toute l'année, sans jamais s'arrêter. Je sais pourtant que ces feuilles seront bientôt déployées, et que les fleurs auront disparu. Ce qui semble durable ne l'est jamais. « C'est pas de la magie », déclare Alvin, qui arpente l'autre côté de la pièce. « Les boucles nous donnent accès à certains souvenirs, mais nous ne pouvons pas choisir lesquels. Nous avons parfois de la chance, avec des boucles complexes. Nous avons du matériau pour des jours. Tout un monde remémoré, avec plus de détails que dans un livre ou dans un film, et relativement stable. Mais ces boucles-là sont de rares exceptions. Peut-être 1 ou 2 sur 100. La plupart du temps, nous obtenons ce que nous avons vu ici. Des petites boucles évoquant les derniers souvenirs, fragmentaires et instables. Si nous avons de la chance, le sujet a perçu certains détails qui nous fournissent des indices, mais les événements dont les gens se souviennent ne sont pas toujours ceux qui sont déterminants pour une enquête. Alors elle va devoir y retourner, et nous en rapporter davantage. Il nous faut des réponses. Quel fiasco! Combien vous paye-t-on pour ça? L'affaire doit être d'importance. L'agent Lake est terrifié, et comme la plupart des hommes, comme un petit garçon, il se met en colère quand il a peur. « Vous me payez très cher, dis-je, et Alvin vous précise simplement les faits. Nous employons une technologie que nous ne comprenons pas, afin d'en tirer des résultats pour lesquels elle n'a sans doute jamais été conçue. Et les boucles ont tué tous ceux qui l'ont testé, sauf moi. Je suis donc la seule guenon de laboratoire vivante qui sait sur quel bouton appuyer. Mais vous êtes un vénard. Je vois aucune objection à y retourner. C'est mon boulot, après tout. » Alvin se met à protester, mais je lui impose le silence, d'un geste de la main. « Cependant, agent Lake, vous devez savoir qu'en général, les boucles ne s'améliorent pas. Elles ne deviennent pas plus intelligibles, bien au contraire. Chaque fois que nous y accédons, elles changent. »« Que voulez-vous dire ?» demande Lake. Il est frustré. Selon moi, il pensait que ce serait comme faire un tour au distributeur de clopes. On met une pièce et on obtient un paquet de sa marque préférée. Alvin me lance un coup d'œil, et je hoche la tête. À lui d'expliquer. Les hommes adorent ça, expliquer les choses. J'observe de nouveau le cerisier. Je m'imagine encore en train d'explorer la boucle, essayant de savoir si je peux en tirer davantage. Un visage entrevu, un nom murmuré. L'homme du FBI n'est pas le seul à souhaiter que les boucles nous fournissent ce que l'on cherche. Alvin griffonne sur un bloc-notes. D'accord, voilà. Supposons que vous ayez une bande magnétique. Et disons que vous en coupez un petit morceau. Vous collez les extrémités ensemble et vous le faites passer devant la tête de lecture. Encore et encore. Que se passe-t-il? Vous entendez la même chose? Encore et encore? Dit Lake. Oui, pendant un moment. Mais que se passera-t-il si la bande se désagrège à cause de l'usure? Plus vous la passez, plus elle s'abîme sous l'effet de la friction.
Le revêtement se détache, la bande s'étire, s'écaille, se déforme. Au début, vous entendez quelques notes de jazz, mais finalement, vous ne percevez plus que des clics et des silences. Ici, la même chose se produit, mais en pire. Chaque fois que vous passez la boucle, elle se détériore rapidement. Vous ne pouvez donc l'écouter que 3 ou 4 fois avant qu'elle ne devienne complètement inaudible. Mais c'est pas tout. La boucle subit d'autres effets. Nous disons qu'elle devient collante. Elle ramasse diverses choses, des interférences. Certaines proviennent de l'esprit du sujet, comme d'autres souvenirs, ou peut-être des images tirées des rêves, ou peut-être des images tirées de rêves. Mais une partie vient d'ailleurs, peut-être de l'esprit du pilote, ou d'un processus que nous ne comprenons pas, comme de la poussière sur les têtes du magnétophone, ou des défauts de la bande magnétique. C'est comparable au fonctionnement de nos propres souvenirs. À chaque fois que nous y accédons, nous les modifions. Nous y ajoutons un matériau tiré du présent, ou nous en oublions un extrait, ou nous en déplaçons certaines parties. Les souvenirs que nous évoquons le plus souvent sont les moins fiables. Mais dans le cas des boucles, ce processus se produit beaucoup plus vite. Il crée de fausses informations, et il en embrouille d'autres, qui induisent des erreurs au lieu de nous aider. L'agent Lake prend une gorgée d'eau. Donc notre meilleure chance d'obtenir du solide est déjà derrière nous ? J'interviens à cet instant. Pas nécessairement. Ce qui arrive pendant la 2e ou la 3e tentative se révèle parfois utile à l'enquête. C'est seulement plus déroutant. Le pilotage est plus ardu. Plus pénible aussi. Mais laissez-moi une demi-heure pour me reposer. Je ferai un nouvel essai. Lake partit se chercher un sandwich ou autre chose à la cafétéria de l'Ops Lab. Ses mains tremblaient. D'ordinaire, les agents du FBI sont calmes et posés, mais celui-ci paraissait incapable de se laver les dents sans se planter la brosse dans une narine. Bonne explication, ai-je dit à Alvin. Mais ton gribouillage est horrible. J'ai pointé le doigt vers les boucles et les entrelacs griffonnés sur le bloc-notes. T'as besoin d'améliorer tes talents de dessinateur ? Ouais, j'ai besoin d'améliorer beaucoup de choses. Il faut reconnaître qu'Alvin est différent de la plupart des hommes, qui cherchent la moindre occasion de rabaisser une femme, au sens propre comme au figuré. Ça fait maintenant 2 ans qu'il est mon partenaire dans l'étude des boucles, et il m'a toujours soutenu. Les hommes ont avalé des couleuvres à la suite des émeutes de la démobilisation, après la guerre, quand les femmes ont refusé d'abandonner leurs usines et leurs emplois. À cette époque, les femmes enrôlées dans les unités techniques de la générale Lamar, comme moi, ont montré qu'elles n'avaient pas envie de remettre leur tablier et de retrouver la vie qu'elles avaient avant qu'Hitler et Toyo ne mettent le monde son dessus-dessous. Beaucoup de femmes ont payé de leur vie le droit de lutter sous la bannière de Rosie la rivetrice. Nous avons également fait payer certains hommes. Selon moi, ça en valait la peine. La situation aussi était dure pour les hommes, qui revenaient du champ de bataille et trouvaient un monde dans lequel beaucoup de femmes étaient beaucoup mieux payées qu'eux, et ne voulaient plus se pomponner pour leur plaisir. Certains hommes ont vraiment sombré. D'autres, comme Alvin, ont appris à nager. Ou peut-être savaient-ils déjà le faire. « Qui est cet agent Lake, en fait ?» lui ai-je demandé. « Un gars du contre-espionnage ?» ?»« C'est certain. J'ai bien l'impression que nous avons affaire aux Russes. Je suppose qu'ils veulent rétablir l'équilibre. » Je me souviens des cendres qui tombaient dans une rue de Königsberg. Des tanks qui crachaient les cendres de leur équipage quand on ouvrait les panneaux de leur blindage. Des avions russes qui tombaient, avec leur cockpit rempli de cendres. « Je crois pas qu'on peut leur reprocher. »« Tu plaisantes » déclara Alvin. « L'Union soviétique aurait réduit en esclavage la moitié de l'Europe. »« Peut-être. On pourra jamais en être certain, non ? Évidemment, il y a des indices. En Pologne, en Yougoslavie. Mais quand Patton les a repoussés aux portes de Moscou et qu'ils ont signé la paix, qu'est-ce que nous avons vu ? Ils ont simplement essayé de reconstruire leur pays dévasté par les nazis. Depuis la mort de Staline, avec Yukov aux commandes, ils s'occupent surtout de leurs propres affaires au milieu des décombres. « Je crois qu'ils peuvent pas faire grand-chose d'autre, » dit Alvin. « Pour l'instant. » Ouais, mais réfléchis à la façon dont nous avons aidé Chiang Kai-shek à se débarrasser de leurs copains communistes en Chine, et aux ruines que nous avons laissées en Allemagne, et aux massacres perpétrés ici à Manzanar. Les Russes sont peut-être les gentils maintenant, qui sait ? Alvin secoua la tête. « Bon sang, Sylvia,
Même ici, je pourrais pas dire un truc pareil. Manzanar, tu veux vraiment mettre ça sur le tapis? J'ai tué assez d'Allemands et de Russes pendant la guerre, Alvin. Je peux dire ce qui me plaît. J'en ai gagné le droit. De plus, il y a tellement de nazis qui travaillent maintenant pour nous. Les Russes doivent penser qu'Hitler a fini par gagner la guerre. Sylvia, bon sang, c'est pas juste. Nous avons besoin de scientifiques allemands pour maintenir notre avance, et ce sont pas tous des nazis quand même. La plupart sont des types convenables, qui font bien leur boulot. Qu'est-ce qu'on aurait dû faire? Les laisser dans les ruines, pour qu'ils se fassent de la soupe d'ortie et qu'ils cherchent du charbon dans les maisons détruites? Qu'ils jettent des pavés sur les patrouilles de police? Leur pays a été ravagé, et beaucoup viennent de l'armée allemande régulière. Tu peux pas juger tout un peuple à cause de quelques dirigeants détraqués. Pourquoi pas? Nous, on a bien jugé les Japonais pour les actes de Toyo, et même nos propres citoyens. Ces derniers arguments firent mouche. Je vis son cou et ses joues s'empourpraient. Tu sais que j'approuve pas ce qui s'est passé à Manzanar, Sylvia. La situation nous a échappé. Il y a eu un procès et des gens sont passés en cour martiale. Bon sang, on a même exécuté un général pour ça. Nous ne sommes pas des monstres, Sylvia. D'accord, peut-être pas. Mais tu sais ce qu'on dit, Alvin? Quoi? Qu'on peut pas épeler OSS sans dire SS. Il fit la grimace. Ah oui, je reconnais qu'elle est bonne. Avant de retourner dans les boucles, je veux voir le sujet. Alvin secoua la tête. C'est pas une bonne idée. Je sais qui elle est. J'ai vu mon visage. J'ai hésité une seconde. J'ai vu son visage dans le miroir de la salle de bain. Je sais qu'elle est la fille du président de l'Université de Californie, Janice Walker, une mondaine accomplie, une reine de beauté de la baie. J'ai lu un article ou deux. Eh ouais, Alvin, je lis les journaux. Et me regarde pas comme ça, je les lis sur la plage entre deux siestes. Je vais la regarder. Ça aidera peut-être les boucles à cracher quelque chose. T'as pas besoin d'y retourner, Sylvia, tu le sais bien. Nous sommes l'OSS, les plus gros poissons. Nous pouvons nous débarrasser des gens du FBI et leur dire que c'est leur enquête et qu'on va pas risquer nos ressources pour ça. C'est leur problème, après tout. J'ai objecté. C'est toi, l'OSS. Moi, je suis juste une mercenaire bien payée. Et c'est pas toujours une question qui dépend de la politique de l'agence. Parfois, les gens veulent seulement faire ce qui est bien. Mais c'est vraiment gentil de te préoccuper de moi. Je cocherai ton nom sur ma liste, quelque part. Qu'est-ce que j'espérais? Elle ressemblait à quelqu'un qui avait été balancé d'un terraplane dans l'océan avant d'être agrippé et tiré sur des kilomètres par un chalutier dans la baie de San Francisco. Dans la pièce froide, après l'autopsie, avec son corps enveloppé dans un drap, son visage tuméfié et gonflé, entouré par l'équipement des boucles, elle avait exactement l'air de ce qu'elle était. Un être humain réduit à rien, privé de sa vitalité, de son existence, par quelque brute. Cette vision me mettait en colère. Je suis prête. On y retourne. Je suis dans un bar. Les fenêtres vitrées donnent sur le port d'Auckland, un grand bâtiment. Je dois me trouver à peu près au 19e étage. Je manipule une boîte d'allumettes que je fais tourner sur la nappe. Je contemple le paysage par la fenêtre. Je regarde l'orchestre de jazz. Un singe Rhésus joue de la trompette. Il exécute un solo, un air mélancolique avec la sourdine. Il porte un costume rouge de groom et des tuyaux sortent de sa petite tête. Pendant qu'il joue, les tubes s'éclairent et s'éteignent au rythme des notes. Un homme est assis près de moi, mais je ne le regarde pas. Je pense. Son visage. Montre-moi son visage. Janice, dit-il, est-ce que tu m'écoutes? C'est pas l'environnement qui t'imagine, c'est le singe. Je me lève pour traverser la salle, tournant à peine la tête. Le barman est allongé sur le dos, dans un coin de la pièce, en train d'essuyer un verre. Deviet natsat, dit-il. Dvatsatadin, Sam, konats paradashi. Dans les toilettes pour dames, je me dirige tout droit vers le miroir, arrange une mèche de mes cheveux. Ce n'est pas très utile. Je n'ai pas de visage, seulement un masque de porcelaine maintenu par un joli ruban rouge. Il y a une boucle à l'intérieur de la boucle. Je me trouve dans mon appartement. Il fait sombre.
Un Stuka vient de me réveiller en passant trop près de ma fenêtre. Je me redresse. Un sentiment de panique. Je marche dans le noir jusqu'au salon. Les rideaux sont tirés sur le côté. Dehors, un Stuka en flammes tombe en tourbillonnant dans le ciel. Les cendres d'un homme flottent dans la pièce, près de la fenêtre. Elles se dissipent, puis se rassemblent pour former une silhouette humaine. J'aperçois à travers lui la lueur de l'avion qui brûle. Les tirs des armes anti-aériennes laissent des traînées qui strient le torse translucide de l'homme décomposé. « Deviatnatsat » dit l'homme de cendre. « Dvatsatadin. Sam. Konats paradache. » Je suis dans les toilettes pour dames, et j'ajuste mon masque. Je suis dans le salon obscur d'un appartement, à 3 mètres d'un homme qui parle en russe dans la paume de sa main. Et je suis au lit, dans le même appartement, à un autre moment, et j'entends faiblement à travers le mur. « Deviatnatsat, Dvatsatadin, Sam, Konats paradache. » On frappe à la porte de la salle de bain. Les 2 autres boucles internes se dissipent. Je suis de retour dans le bar. « Va-t'en, dis-je. Tu as suffisamment profité de moi. Tu as gâché toute ma vie. » Le singe se tient sur le comptoir, près de l'évier, et continue son solo. Son petit halo de tuyaux diffuse une lueur orangée. Je distingue tous les détails, les filaments dans les tubes, la poussière sur le verre, ses yeux sombres. Il écarte sa trompette de sa bouche. « Pour mémoire, je t'assure que c'est nous, les gentils, » chuchote-t-il. Il pose de nouveau les lèvres sur l'embout de son instrument. Un gaz vert et épais sort en sifflant du pavillon de son instrument. Tes bras se referment sur moi au moment où je m'écroule. « Et aucun de nous ne voulait ça », murmure à mon oreille une voix étouffée par le masque à gaz. La boucle s'étire, presque au point de se déchirer, mais il reste des fragments perceptibles, et l'obscurité. Mon estomac se noue quand le terraplane vire brutalement. Il y a des coupures dans la boucle. Elle devient très mince. Elle s'effrite. Une voix déclare « Dans ce cas, nous devrons trouver un autre moyen d'entrer. » Elle s'exprime en russe, mais je la comprends parfaitement. Des mains sur mes épaules. Je tombe. Un froid terrible. L'obscurité, l'eau, la suffocation. Une autre pièce manquante. Puis une affreuse douleur. Et je remonte. Je suis dans un bar. Les fenêtres vitrées donnent sur le port d'Auckland. Un grand bâtiment. Je dois me trouver à peu près au 20e étage. « Fin de boucle ?» Je perçois la question, provenant du monde extérieur. Je réponds. « Continuons, continuons !» La boucle saute. Je suis dans le bar. Déjà debout, je traverse la salle. Le barman est allongé sur le dos dans un coin, en train d'essuyer un verre. « 19, dit-il. 21, 7, fin de transmission. » Dans le miroir de la salle de bain, je vois mon visage tuméfié et gonflé, entouré par l'équipement. Je suis trempé. Il y a des flaques d'eau sur le sol. La boucle s'étire, se tord. Elle est sur le point de craquer. Je vois ensuite un salon, dans le miroir. Les rideaux sont tirés de côté. Un Stuka en flammes tombe en tourbillonnant dans le ciel. Les cendres d'un homme flottent dans la pièce, près de la fenêtre. Elles se dissipent, puis se rassemblent pour former une silhouette humaine. J'aperçois à travers lui la lueur rouge du Stuka qui brûle. Les tirs des armes anti-aériennes laissent des traînées qui strient le torse translucide de l'homme décomposé. 19, dit l'homme de cendre. 21, 7. Fin de transmission. On frappe à la porte de la salle de bain. « Va-t'en, dis-je. Tu as suffisamment profité de moi. Tu as gâché toute ma vie. » Le singe se tient sur le comptoir, près de l'évier. Sa petite couronne de tuyaux diffuse une lueur orangée. Je distingue tous les détails. Les filaments, la poussière sur le verre, ses yeux sombres. Il fouille dans mon sac, en sort un tube de rouge à lèvres. « Il y a un autre nombre, dit le singe. Elle l'a oublié, mais je m'en souviens. »
Il se tourne et se met à écrire avec le rouge à lèvres sur le miroir de la salle de bain. Pendant qu'il trace les lettres et les nombres, les tubes de son crâne clignotent comme s'il reproduisait la séquence dans un code lumineux. 4B 57 48. Je sens cette séquence dans mon crâne comme un flux magnétique envoyé par l'équipement de pilotage. Le singe saute en bas du comptoir, ajuste le col galonné d'or de son costume. Au moment d'ouvrir la porte pour sortir, il se tourne vers moi. « Pour mémoire, je t'assure que c'est nous les gentils », déclare-t-il. La boucle craque. « C'est quoi cette histoire de singe ?» L'agent Lake porte un pardessus à carreaux, un peu trop tape à l'œil pour un homme du FBI à mon avis. Nous sommes dans la cour. Ils essaient de me réchauffer au soleil. Quelqu'un est allé chercher une couverture Pendleton pour me recouvrir. Je me sens ridicule. Je tremble depuis 20 minutes. Mes dents claquent. Je n'arrive pas à m'empêcher de penser que je suis trempé. Ce qui est faux, bien évidemment. Alvin me donne du cacao, comme s'il était ma grand-mère et que je venais de tomber d'une barque. Mais ce dont j'ai vraiment besoin, c'est d'une demi-douzaine de cocktails Gimlet. L'agent Lake répète sa question. « C'est quoi cette histoire de singe ?»« J'en sais fichtre rien, je l'ai pas inventé. » Mais en disant ces mots, je me rends compte qu'ils sonnent un peu faux. Quel est le « je » qui parle? Quelqu'un l'a pourtant imaginé. Soit elle, soit moi. Soit le « nous » créé par la boucle, quand j'ai occupé ce qui restait d'elle. Qu'est-ce qu'il représente? Une sorte de symbole? Un truc de ce genre? Je réplique. Un symbole de quoi? De notre secret? La nature humaine primitive? La puissance de la science et la menace qu'elle fait peser sur nous? C'est comme le fait que je comprenais le russe dans la boucle. Il y a des tas de choses là-dedans qui fonctionnent d'une manière incompréhensible. Je sais pas ce que tout ça signifie. Peut-être rien du tout. Nous jouons avec une technologie que personne ne comprend. L'agent Lake ne désire manifestement pas se disputer avec moi. Eh bien, ce n'est pas essentiel à ce point. Cette suite de nombres est une plaque minéralogique et... Il fait une pause, comme pour réfléchir à quelque chose dans son cerveau modèle FBI. Il calcule. Finalement, il décide de nous parler. Nous avons cherché cette plaque et elle nous a menés à quelqu'un que nous surveillons déjà depuis un moment. Dommage que vous n'ayez pas aperçu un visage. Bon, c'est pas vraiment important. Vous avez accompli ce que nous demandions. Nous vous sommes redevables. Ce sera pas une preuve recevable? Ce n'est pas grave, dit tranquillement Lake. Cette affaire n'ira pas devant un tribunal. Il ajuste son pardessus, puis se ravise et l'enlève. Il fait trop chaud, même si la matinée semble annoncer une froide journée de bruine. Bon, puisque nous sommes les 3 seules personnes autorisées à connaître ce que vous avez vu dans les boucles, je pense que nous sommes les seuls à savoir à quel point votre travail était important. Donc, pour que vous le sachiez, j'ai vraiment apprécié la valeur de vos découvertes. Je hausse les épaules. Ça fait partie du boulot. L'agent Lake plie son pardessus sous son bras. Bon sang, quel temps, hein. On sait pas comment s'habiller. Mais bon, c'est la Californie, pas vrai? Je réponds. Au beurre à l'aise. Alvin me lance un regard de reproche. Mais l'agent Lake n'a même pas entendu ma vanne. Il est déjà ailleurs, en train de poursuivre son suspect ou de résoudre une affaire, je suppose. Après son départ, je me tourne vers Alvin. Écoute, je vais y retourner. Il y a d'autres choses à glaner là-bas. Il secoue la tête. T'es toute tremblante. Tes yeux sont injectés de sang. Ta tension est élevée. Tu dois te reposer. Il y a autre chose là-bas. Je le sens. Nous verrons ça demain. Peut-être. Mais c'est terminé pour aujourd'hui. Et tu le sais, hein? Non. Encore une fois. Il doit y avoir autre chose. Je suis dans un bar. Les fenêtres vitrées donnent sur le port d'Auckland. Un grand bâtiment, plus grand que tous ceux dans lesquels je suis jamais allé. Je dois être au 100e étage. Dehors, un Stuka en flammes pique vers le sol. L'homme de cendre est attablé en face de moi. Je vois le port d'Auckland à travers lui.
Les lumières des terraplanes qui volent dans le ciel comme des lucioles, les avions qui brûlent, et les tirs de la flaque qui strient le torse translucide. Il parle. 19, dit l'homme de cendre. 21. 7. Fin de transmission. Un saut dans la boucle. Je suis dans la salle de bain. Les tubes lumineux qui entourent mon visage de noyer tremblent et clignotent comme des bougies dans un courant d'air. Je pense. Montre-moi son visage. Montre-moi seulement son visage, et nous le pourchasserons pour toi. Je secoue la tête devant le miroir. Elle secoue la tête et s'adresse directement à moi, de là où elle est, où elle était, où j'imagine qu'elle est. Peut-être un mélange de ces options, ou aucune. Sa bouche de noyer déclare « Non, assez de tuerie. Et après tout, ce sont peut-être eux les gentils, tu y as déjà pensé ?» J'entends le sifflement du gaz qui s'infiltre par le système de ventilation de la salle de bain. « Il t'a assassiné, il t'a tout pris. Montre-moi son visage, pourquoi le caches-tu » Les tubes enfoncés dans notre crâne tremblent pour composer les caractères suivants. 4B, 57, 48. Je sens les nombres dans ma tête. Il m'en faut plus, son visage. Le gaz forme un brouillard verdâtre. La boucle se tord, étire le temps, comme un enregistrement qui a fondu. Pour mémoire, dit-elle au miroir en fixant mon regard. Berlin, Königsberg, Tokyo, Okinawa. Pour mémoire, Manzanar, Hamash, Mandchourie. Il t'a assassiné, Janice. On se fiche de la cause. Montre-moi son visage. Dans le miroir, le gaz vert s'agite comme des algues autour de notre visage de noyer. Nous secouons la tête avec sa couronne de tubes. Non! La boucle casse. Cette fois, Alvin et les 2 techniciens du labo doivent m'aider à sortir de mon fauteuil. Ils me portent pratiquement au bout du couloir. Ils apportent un radiateur dans le bureau d'Alvin et m'enveloppent de nouveau dans la couverture Pendleton. Des techniciens accourent avec des thermomètres, des stéthoscopes, des bracelets de prise de tension. Quelqu'un me demande de compter à rebours à partir de 100. Un crétin me présente un jeu de cartes avec des formes géométriques jusqu'à ce que je l'écarte sans ménagement. Et finalement, il me laisse tranquille pendant un moment. Je cesse de trembler. Mais le sentiment d'échec demeure. Alvin entre et s'assoit derrière son bureau. Il n'y a pas un seul dossier sur la table, ni aucune photo. Rien qu'un sous-main, au centre duquel est soigneusement posé un stylo et un bloc de papier vierge. Seul décor sur un mur, un cadre contenant une photographie d'Alvin en compagnie d'une femme qui doit être sa mère, debout sur le porche d'une ferme d'aspect lugubre. Sur l'image, Alvin n'est qu'un gamin qui affiche un grand sourire et porte un impeccable uniforme de l'armée. Un chien flou se trouve à ses pieds, une sorte de rictus canin et une queue qui remue trop vite pour l'obturateur. La photo a pu être prise il y a une 30aine d'années. Nous sommes tellement plus vieux maintenant, plus vieux que nous ne devrions l'être, si l'on compte seulement les années écoulées. Comment te sens-tu ? Je me sens comme si j'avais été mâchonné par un requin avant de rouler dans les vagues pendant 1 heure. Ça va, je crois, physiquement. Mais la boucle est complètement désintégrée et j'ai rien obtenu. Pas de problème, dit Alvin. Tu sais bien que les boucles sont comme ça, elles s'embrouillent et se désagrègent. Tu peux rien y faire. Y a pas que ça, c'est aussi... c'est difficile à expliquer. Prends ton temps, Sylvia. Je crois qu'elle a pris parti pour lui, à la fin. Contre moi. Nous étions emmêlés là-bas. Elle m'a remarqué, d'une certaine manière. Elle a vu les mêmes choses que moi pendant la guerre. Des choses que nous avons tous vues. Elle les a mises dans la balance et elle a choisi son camp. Ça n'a pas de sens, dit Alvin. Il reste plus rien d'elle, aucune entité consciente. Tu ne pilotes que les boucles d'activité neuronale, une sorte d'écho dans le cerveau. Tu traverses simplement des souvenirs figés.
Tu parles d'un sentiment de culpabilité mal placé, qui s'ajoute à un peu d'activité neuronale que les boucles prélèvent chez toi et dans l'environnement. Des souvenirs parasites. Les boucles sont collantes, nous le savons déjà. Te laisse pas avoir. C'est une théorie. Mais la vérité, c'est que les boucles ressemblent à tout ce que nous avons récupéré dans cette soucoupe. Une technologie extraterrestre qui nous dépasse. Nous croyons seulement savoir comment elle fonctionne. En fait, nous n'en savons rien. Alvin s'adosse à son fauteuil pour contempler le plafond. C'était peut-être pas elle, Sylvia. C'était peut-être toi qui te jugeais. Et il est peut-être temps d'arrêter. Pendant cette guerre, nous avons tous fait des choses que nous regrettons. Des choses que nous devions faire. Et il faut vivre avec ces souvenirs. Mais les morts ne nous jugent pas, bon sang. C'est impossible. Les morts restent morts. J'espère que t'as raison, Alvin. Il continue de fixer le plafond et d'éviter mon regard. Si j'ai tort, que Dieu nous aide. Je suis toujours tracassé par mes propres traumatismes. J'en oublie que nous sommes tous hantés par nos fantômes personnels, des spectres qui chuchotent dans nos esprits. L'OSS a parachuté Alvin dans la Yougoslavie fasciste de 1943 pour qu'il aide à l'organisation de la résistance serbe. Je me demande parfois quel fardeau il porte. Combien d'hommes a-t-il dû poignarder ou garrotter? Combien d'oustachis ont péri dans les attaques qu'il a dirigées? Combien de villageois ont été pendus en représailles à ces attentats? Quelle quantité de sang a-t-il dû nettoyer sur ses mains et ses vêtements? Au moins, la plupart des massacres dont je suis responsable étaient perpétrés à distance. Et maintenant, je suis en train de le tourmenter, de réveiller ses fantômes. Je dois mettre un terme à tout ça. Alvin? Ouais? Allons au bar. Et cette fois, quand tu me mettras au lit, oublie pas de me déchausser. Hein. Me laisse pas dormir avec mes chaussures. Le lendemain, ça me fait un mal de chien, et puis c'est pas hygiénique. D'accord, dit-il, en affichant un pauvre sourire de soulagement. Et demain, si jamais tu me reproches d'avoir trop bu, je te file un coup sur la pomme d'Adam. D'accord, répète-t-il. Alvin tient parole. Quand je me réveille cette nuit-là, l'horloge indique 3h36. Je porte encore ma robe en Vichy, mais je suis bien au chaud sous les couvertures, et mes chaussures sont posées sur la table de chevet. Ma tête ne me fait pas trop mal. Après le pilotage des boucles, la fatigue ne dure en général pas plus que 3 cocktails Gimlet. Alvin a probablement dû me porter du terraplane jusqu'à chez moi. C'est une belle image. Il devait ressembler au monstre de Frankenstein, s'apprêtant à jeter une fillette au fond d'un puits. Je parie que les voisins ont apprécié la scène. Je me lève et je me dirige vers la salle de bain, sans allumer la lampe, avant de me trouver devant le lavabo. Quand je tire la chaînette et que la pièce s'éclaire, je vois un visage fatigué dans le miroir. Mais c'est le mien. Mes sourcils foncés de juive brune, mon joli nez de juive. J'aime ce nez, ces sourcils, ce visage qui abrite ma personnalité, la cascade des chants et des poèmes de ma nation qui dansent dans mes gènes, comme s'ouvre un rouleau de la Torah. Ils ont essayé de nous exterminer pendant des milliers d'années, mais nous avons résisté. Les nazis ont failli nous liquider, mais nous les avons écrasés. C'est quelque chose, je pense. Quelque chose dont nous pouvons être fiers. La libération des camps, les rescapés. Ça signifie qu'au moins on ne s'est pas battu pour rien. Je sais que j'ai encore rêvé de la guerre, parce que je vois la guerre tout autour de moi, comme si les murs de ma salle de bain n'étaient que des membranes translucides entre moi, ici, à Alameda, en Californie, et moi, à l'époque. C'est ma propre boucle, le moment dans lequel je me retourne sans cesse. Unter den Linden, automne 1944. Les feuilles mortes qui se détachent des arbres tourbillonnent et se dispersent dans le vent. Je me vois, avec les cheveux tirés en arrière sous mon casque, mon visage maculé de boue. C'est le manque de fiabilité de la mémoire. Je me regarde dans le plan moyen d'un film, sous un angle impossible, un angle inventé par mon esprit, dans une sorte d'effort pervers pour rendre la scène plus impressionnante. Je suis descendu de ma Jeep pour observer les feuilles pendant cette journée d'automne plutôt frisquette. Hitler est caput, et nous pensons tous que la guerre est finie.
Personne ne sait encore que les Alliés vont se retourner les uns contre les autres, que le conflit va durer 1 an de plus. Patton et nos forces alliées, plus les restes de la Wehrmacht, rebaptisée Armée allemande libre, vont chasser Staline et son armée rouge, de la Tchécoslovaquie, de la Pologne, de la Prusse, des Balkans et des États baltes. La guerre se poursuivra dans le Pacifique. Après la capitulation d'un Japon dévasté, nous nous associerons à Chiang Kai-shek pour massacrer les communistes chinois. Mais ici, sur Unter den Linden, c'est la paix. Les feuilles d'automne sont magnifiques, et j'aperçois la porte de Brandenburg au bout de l'avenue. Des GI ont fait atterrir quelques jeeps au bas de ces marches. Quelques-uns ont des appareils photographiques et prennent des images pour leurs familles restées au pays. Ils sourient, lancent des acclamations, font des pitreries, à l'instar de tous les garçons et les filles de leur âge, montrent leur joie de retirer les masques de la guerre. Je marche lentement vers eux, comme dans un rêve, tandis que les feuilles sautillent et s'éparpillent autour de mes pieds. Je vais les rejoindre, rire et sourire avec eux. Tout ira bien désormais. Je lève les yeux vers la beauté automnale des arbres. La ville est si tranquille ici. On n'entend que le bruit des véhicules militaires dans le lointain, les cris des vainqueurs, un peu plus loin, le rire et le crépitement de la brise d'automne agitant les feuilles. Puis je me retourne, et je vois les traces de mes pas entre la Jeep et l'endroit où je me tiens. Sous le mince voile des feuilles couleur feu, les empreintes s'enfoncent profondément dans les cendres des derniers défenseurs de Berlin, un épais tapis de cendres qui recouvre toute la ville. Je porte alors la main devant ma bouche pour étouffer mes cris. Et ici, dans ma propre salle de bain, je fais le même geste. Je couvre ma bouche. Au moins, les cris ont cessé depuis longtemps. J'aimerais que cette boucle se dissipe, comme les autres. Mais elle persiste. Elle revient, sans cesse. Si jamais elle connecte mon corps à l'équipement de pilotage, je serai un des rares cas à offrir des centaines de boucles, comme des récits ou des romans entiers. Quels que soient mes efforts, je ne peux rien oublier. Je m'apprête à ouvrir le robinet pour voir si je peux laver tout ça, lorsque j'entends le bruit de ma serrure, suivi par le grincement de la porte d'entrée qui tourne lentement sur ses gonds. Je ne me fige pas en affichant un air terrifié comme les actrices dans les films. J'éteins la lampe de la salle de bain. Ma vision ne s'adapte pas immédiatement à l'obscurité, mais je connais ma maison. Évitant les lattes qui couinent dans le couloir et marchant à pas de loup, je reviens vers ma chambre, où je conserve dans la table de chevet une petite surprise à l'intention de quiconque s'introduirait chez moi. Du haut de l'escalier qui monte vers le couloir, j'entends le craquement de la 2e marche. J'arrive devant la chambre, quand je suis frappé par le rebond d'un rayon de la mort qui me soulève à 3 centimètres du sol, s'insinue dans toutes les pores de ma peau, me retourne l'estomac et me fait perdre l'équilibre. J'aperçois son éclat. Même en ricochant sur le mur, il est si brillant qu'il éclaire le couloir et le détaille comme un squelette dans un appareil à rayon X. J'arrive à peine à tendre le bras avant de tomber à genoux. 2 secondes plus tard, j'entends la voix d'Alvin. « Sylvia, c'est toi ?»« Alvin ?»« Tout va bien, Sylvia, tu peux descendre. » Alvin se trouve au bas des marches, tenant un fusil à rayon entre ses bras. C'est un des nouveaux modèles. Les techniciens militaires ont essayé de le rendre moins encombrant, mais l'arme garde encore l'aspect d'un aspirateur Kirby fixé sur la calandre d'un terraplane Mercury. Alvin ne porte pas ses lunettes, et ses cheveux sont ébouriffés, car il dormait sur mon canapé. Il ressemble à un gamin de 12 ans qui vient de se réveiller d'un mauvais rêve. Sur le mur, à mi-hauteur de l'escalier, les contours de 2 formes humaines se découpent sur mon papier peint brûlé. Les 2 ombres portent des chapeaux mous, et l'on peut voir que celui qui marchait devant se tournait vers le second, sans doute pour le mettre en garde, ou l'inciter à ne pas faire de bruit. On distingue aussi les contours de leurs pistolets. On dirait une photo de film. Ce qui reste des 2 hommes forme au-dessus de l'escalier un petit nuage de cendres qui tombe sur le mobilier du salon. « L'agent Lake, » déclare Alvin. « Ils sont complices. Probablement celui que tu as aperçu dans la boucle,
l'homme au pistolet à gaz qui se trouvait dans les toilettes. « T'es resté ?» dis-je d'une façon plutôt stupide. J'avais un mauvais pressentiment. J'ai pensé que ça irait mieux si je dormais sur le canapé. Par acquis de conscience. Alvin baisse les yeux sur le fusil. J'avais un très mauvais pressentiment. Il pose l'arme sur ma table basse. En te ramenant du bar, j'ai eu la nette impression d'apercevoir le par-dessus bêtement criard de l'agent Lake en train de regarder une vitrine à 11h du soir. Alors je t'ai déposé ici, je t'ai mis au lit, et ensuite je suis allé garer mon terraplane à quelques blocs, avant de revenir en passant par la porte de derrière. Par acquis de conscience ? Ouais, par acquis de conscience. T'as rien d'autre à me dire, Alvin ? T'avais aucune autre raison de désintégrer des gens dans mon salon ? Eh ben, c'est pas mon enquête, mais j'ai pu imaginer pourquoi ils étaient venus tous les deux. Je pense qu'on découvrira que l'agent Lake parlait très bien le russe et qu'il conduisait un véhicule dont la plaque était 4B 5748. Et aussi qu'il entretenait secrètement une relation avec Janice Walker. Une relation qui s'est terminée plutôt mal. Elle a dû découvrir pour qui il travaillait, et il a sans doute pensé qu'elle allait le dénoncer. Pendant un moment, je vois de nouveau ce visage de noyé dans le miroir, enveloppé d'un nuage fluctuant de gaz vert. Pour mémoire, articule en silence Janice Walker. Berlin, Königsberg, Tokyo, Okinawa. Pour mémoire, Manzanar, Hamash, Mandchourie. C'était peut-être une complice, dis-je à Alvin. Une sympathisante qui a fini par en savoir trop. C'est aussi concevable. L'enquête nous permettra sans doute de combler des lacunes, mais je crois pas que nous connaîtrons toute la vérité. Tout en parlant, Alvin compose un numéro sur le téléphone du guéridon. Centrale ? Oui. La séquence est 56 92 30. J'ai besoin d'une équipe sur Alameda Island, domicile de Sylvia Hallstatt. Oui, tout de suite. Et vous pouvez aussi envoyer une équipe armée chez moi. Oui, prête au combat. Séquence d'autorisation 55 99 01. Autorisation formelle. Il raccroche, me regarde. Je suis encore debout en haut de l'escalier. L'unité du contre-espionnage du FBI a un gros problème, semble-t-il. Ils sont infiltrés jusqu'au trognon. On dirait bien. Je t'ai retiré tes chaussures cette fois-ci, comme tu me l'as demandé. Ouais, j'apprécie cette attention. Tu racontes beaucoup de bêtises près de Gimlet. J'en suis consciente, ouais. T'as l'air d'un petit garçon perdu sans tes lunettes. Ta coiffure est grotesque. Alvin passe la main sur son crâne pour aplatir son épi, puis il sourit. Bah, tu sais, c'est pour ça que je me suis engagé. Pour les casques. Ça cache bien les cheveux rétifs. T'aurais dû rester en uniforme. J'en suis persuadé. Pourquoi pas avoir prévenu l'OSS que tu t'attendais à du grabuge ? T'aurais pu trouver quelqu'un d'autre pour faire le sale boulot. Alvin désigne la table basse. Je remarque maintenant qu'il a fait un peu de bricolage, à côté du fusil à rayon. Il a démonté une de mes jolies lampes neuves pour en retirer une sorte de petite araignée, un appareil d'écoute. Il y en a 2 autres à côté. Ah, je vois. On dirait que t'as été très occupé. Ouais. Il appuie 2 doigts verticaux contre sa lèvre supérieure. La moustache d'Hitler, le signe qui évoque les nazis. Je hoche la tête. Lake a réussi un joli coup, dis-je. Se faire confier l'enquête sur son propre crime. Je suppose qu'il voulait savoir si nous pouvions dénicher quelque chose qui conduirait jusqu'à lui, voir s'il pouvait le découvrir en premier, prendre l'avantage sur nous, et surtout ceux que les cocos n'ont pas encore retourné dans l'unité de contre-espionnage du FBI. Il a dû s'imaginer que tu avais trouvé autre chose, et que tu voulais lui cacher. Il a commis l'erreur qui fait toujours tomber un espion. Chercher à obtenir une certitude. Il l'a obtenue maintenant. Une certitude absolue.
Alvin regarde son bricolage, les deux silhouettes noircies sur le papier peint, puis détourne vivement les yeux. On ne s'y habitue jamais. On se contente de changer de sujet. Et c'est ce qu'Alvin a fait. Ce que j'aimerais vraiment savoir, puisque t'es psychologue, c'est d'où sort ce singe. Ah, je pense que ce singe te représente, Alvin. Il y a plus qu'un air de famille. Néanmoins, si tu veux un second avis, n'hésite pas à te rendre au labo du docteur Freud et en discuter avec lui. Celle-là, j'aurais dû la voir venir, j'imagine. Après des années avec toi, je me fais encore avoir comme un bleu. Ah, sois pas vexé. Après tout, le singe s'habille très chic, et c'est un petit gars fort utile. Maintenant, excuse-moi, pendant que je me refais une beauté, avant l'arrivée de l'équipe de nettoyage. J'espère que ça prendra pas trop longtemps. Hein. T'as encore du travail au labo, et il faudra être frais et dispo. J'aimerais te dire que tu as raison. Les choses auraient pu tourner d'une centaine de manières différentes. Heureusement que tu es là, et que nous sommes là, et que les fantômes restent des fantômes. Ce n'est peut-être pas le meilleur des mondes possibles, mais c'est le seul que nous avons. Et je suis contente de m'y trouver encore. Merci pour ça, Alvin. Mais je ne dis rien du tout. En fait, je déclare. Quant à moi, je crois que je retournerai me coucher dès que vous serez partis. Demain, je volerai peut-être le long des côtes sur quelques centaines de kilomètres pour voir ce que sont devenues les plages de Santa Monica. Il commence à faire trop froid ici. Et tous ces événements m'ont fatigué.